Agir dans la cité, c'est le titre de la journée d'aujourd'hui, et donc je me suis demandé si pour moi ça résonnait effectivement cette expression d'agir dans la cité. Donc ce petit retour sur moi-même m'a ramené à mon adolescence, 15-16 ans, où j'avais déjà cette volonté d'être sociologue, cette volonté d'agir dans la cité, cette volonté de connaître les groupes sociaux, de connaître les classes sociales, de connaître les affrontements et les mécanismes qui sont à la base de ce grand magma social, comment les individus fonctionnent, comment on y trouve sa place, comment moi-même j'y trouvais ma place à l'époque. Et donc rien d'étonnant dès lors que cette idée d'action sociale, d'être dans la cité, m'est poursuivie durant et après mes études. Et donc les années 70, puisque bon, une expérience très, très longue, les années 70, je les ai consacrées à différents combats. À l'époque, on ne parlait pas d'indignés, mais on parlait de combats anticolonialistes ou anti-impérialistes, etc. Donc pendant une bonne partie de ma jeune vie d'adulte, j'étais impliqué dans toute une série de positionnements rouges ou noirs dont on a parlé tout à l'heure. C'était l'époque, j'y étais, j'y baignais tout à fait. Je suis passé ensuite une première décennie de recherche dans le monde universitaire, donc j'étais engagé dans le groupe de sociologie wallonne, certains s'en souviendront peut-être, et en y réfléchissant, je me dis que là aussi, c'était aussi mettre la sociologie au service de la cité, avec toute une série de productions très appliquées, de recherches très concrètes. Et donc, après ces 10 années de recherche, j'ai défendu ma thèse, qui a encore été consacrée à l'impact de l'observation sociologique sur l'émergence de valeurs dans la société. Tout ça pour dire très très brièvement, en 15 minutes, que j'ai personnellement toujours souhaité être dans la cité, agir dans la cité et intervenir dans l'action sociale. Alors même si ma carrière universitaire s'est poursuivie, comme ça vient d'être signalé là, tout de suite, pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, ce n'est pas l'université qui m'a donné à ce moment-là de ma trajectoire l'occasion de poursuivre dans cette voie de l'intervention sociologique. C'est un moment où je disposais, me semble-t-il, de deux atouts importants. Le premier, j'avais une conviction très forte, cette conviction qui est partagée certainement par la plupart d'entre vous, à savoir que l'analyse du social, le travail sociologique est tout à fait possible, mais qu'il est souhaitable, qu'il est nécessaire, qu'il est indispensable. J'avais une conviction forte de l'utilité de la sociologie dans le monde et dans la cité. Ensuite, deuxième atout, me semble-t-il, c'est que durant cette première dizaine d'années en tant que chercheur, j'avais rassemblé et acquis une expertise en termes de méthodologie de la recherche, tant quantitative, qualitative, observation empirique, interprétation des données, etc. Et donc j'avais ces deux paramètres assez ancrés en moi, cette conviction forte d'une part, cette expertise d'autre part, et curieusement le secteur qui m'a permis d'articuler ces deux paramètres, ce ne fut pas comme on aurait pu s'y attendre à l'époque, et comme je l'espérais à ce moment-là, ce ne fut pas l'université. Ce ne fut pas non plus le secteur associatif, le secteur non marchand, ni non plus le secteur public. Donc très curieusement, la voie qui s'est offerte à moi à ce moment-là, à mon avis la seule voie qui était possible, c'était le secteur marchand, le secteur privé. Alors non pas en rejoignant un secteur ou une entreprise qui existait déjà, mais bien en créant de toutes pièces un bureau d'études, donc en créant de toutes pièces une entreprise axée sur le travail sociologique en général, de récolte des données, de travail, de réflexion, d'interprétation des résultats. Et bien entendu, j'ai hésité un certain nombre de mois, certainement, à me lancer dans cette perspective, puisque je dois le dire déjà, à ce moment-là, je ne connaissais absolument pas les exigences administratives d'une SPRL, le mode de fonctionnement, les contraintes financières d'une entreprise, la gestion, l'environnement légal, etc. Tout ça m'était tout à fait étranger. J'ai réfléchi à cette possibilité, vous en parliez dans le dessin animé là tout à l'heure ou dans votre présentation, avec toute une série de possibilités, collectifs, privés, etc. Donc j'étais exactement au moment que vous avez décrit là tout à l'heure. Et donc j'ai réfléchi, j'ai été soutenu par un certain nombre d'amis, par beaucoup d'amis et de connaissances. Et donc j'ai créé ce petit bureau d'études, Sonecom, en 1989. Et à ce moment-là, c'était vraiment un défi personnel, vraiment un challenge que je me devais absolument de relever. Et donc j'ai consacré toute mon énergie de ces années-là à faire fonctionner ce petit bureau d'études, avec mon épouse également. Et donc on a travaillé énormément pour relever ce défi. Je n'avais aucun capital personnel et pour quand même lancer une entreprise, il fallait quand même disposer d'un minimum financier. Et donc une vingtaine de personnes, alors des amis des parents,
mais aussi, surtout, c'est des collègues sociologues. En y réfléchissant, je me dis, mais tiens, toutes ces personnes qui m'ont aidé à l'époque, c'était essentiellement des sociologues, et qui donc m'ont soutenu moralement et également financièrement, en m'achetant l'une ou l'autre part de 10 000 francs à l'époque. Donc j'ai pu constituer un petit capital de 25 000 euros pour lancer ce petit bureau d'études. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Alors, à la réflexion, j'aurais voulu dire ici que les démarches d'entrée dans le monde marchand, quand on crée une société, elles me semblaient assez insurmontables et pénibles à ce moment-là, et je me suis rendu compte qu'au bout du compte, toute une série d'acteurs avec lesquels j'étais en contact, que ce soit le bureau comptable, fiscaux, même les agents de la TVA, j'en pourrai en reparler par la suite, mais enfin à ce moment-là, je dirais, ou toute une série de services administratifs, tout cela a été plutôt porteur et aidant au moment de la création de cette société. Alors tous ces aspects techniques et tous ces aspects administratifs ont été rencontrés donc au début des années 90, et donc une question m'obsédait, et je me dis, mais tout compte fait, la question que je me posais actuellement, ben, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que la cité a besoin de sociologues, de méthodologues, hein? Est-ce que on allait avoir besoin de moi et de mes compétences méthodologiques? Donc c'était une question. Alors, je ne fais pas de pari sur l'avenir. On sait dans une entreprise privée que c'est jamais gagné d'avance. C'est pas de quoi sera fait demain. Donc, il faut rester prudent dans la réponse à la question. Toujours est-il que ça fait 25 ans aujourd'hui que Sonecom existe. On va fêter le 25e anniversaire bientôt. Et donc, je vais vous en dire un mot brièvement. Alors, en termes de chiffre d'affaires, il faut situer le bureau d'études. On réalise chaque année un chiffre d'affaires de 600 à 700 000 euros. Depuis 25 ans, c'est le chiffre d'affaires, tout bon an, mal an, 600, 700 000 euros. Alors si je m'amuse à globaliser un peu sur la durée de la société, ça représente 10 millions d'euros de missions sociologiques, essentiellement, en sciences humaines. Donc je me dis, c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut de cette attente, de cette demande sociale vis-à-vis de la sociologie. Ça représente une trentaine de recherches par an, hein, pour situer. Donc chaque année, bon an, mal an, 30 ans. Et donc, sur l'ensemble de la vie de ce petit bureau, ça représente 600 recherches sociologiques ou plus largement dans le domaine des sciences humaines. Alors, pour positionner un peu Sonecom en termes de personnel, pendant longtemps, on était 5 personnes, et puis on a atteint une quinzaine de salariés, sociologues, essentiellement sociologues, mais enfin, on n'est pas sectaire, on accepte de temps en temps un psychologue, anthropologue, je dois dire que ils ne se sont pas présentés à ma porte, je ne pense pas en travailler. Bon. Économistes, philosophes, on acceptait, informaticiens également, auxquels on ajoute 200 ou 300 personnes qui travaillent en tant qu'indépendants, prestataires de services, encodeurs, etc. Enquêteurs, bien entendu. Alors aujourd'hui, on s'est stabilisé à une dizaine de salariés, on a 3 sièges, Bruxelles, Namur et Liège. On travaille essentiellement pour les pouvoirs publics. 70% de nos interventions, de nos missions sont demandées par les administrations régionales, région wallonne, région communauté française, fédérale, très peu européenne. Donc ça, on va pas parvenu, je dirais, à franchir le pas des gros dossiers européens, ou vraiment très très rares, très peu fréquents. 20%, enfin de l'ordre de 20% pour le secteur associatif, je pense au CETRI, à la Ligue des familles, aux mutualités, au mouvement ouvrier chrétien. On travaille beaucoup pour les fonds sociaux, notamment le fonds social de l'automobile, des garages, etc. Donc sur la formation des ouvriers, formation des employés. Et donc, pour faire court, je dirais que cette structure privée, au bout du compte, nous a permis, et nous permet encore, parce que ça fonctionne toujours, donc une dizaine de personnes, de poursuivre une activité formidable, celle que nous avons dénommée en toute modestie l'analyste du social, que je vais décrire très très brièvement ici, un peu pour reprendre l'expression de Mazier tout à l'heure, quel est le territoire de notre pratique professionnelle. Donc si je réfléchis un peu à ce territoire de notre pratique professionnelle, je le déclinerai de cette manière-là. Donc tout d'abord participer à l'élaboration de politiques, que ce soit au niveau local, au niveau provincial, au niveau régional ou communautaire. Donc cela nous conduit bien entendu à découvrir des champs d'études innombrables. On a travaillé depuis des années sur la problématique de l'environnement, de la récolte sélective des déchets. On a fait de grosses enquêtes pour la région wallonne sur la qualité de l'habitat, de l'aide à la jeunesse, la politique culturelle, etc. Donc on a pu étudier l'évolution de certains secteurs économiques, le secteur bancaire, celui de la construction, etc. Donc toute une série d'immersions, je dirais, d'immersions
dans des politiques à différents niveaux. Deuxièmement, nos interventions vont dans le sens de l'évaluation, et donc cette dimension de l'évaluation a pris ces dernières années une importance de plus en plus grande, évaluation des politiques publiques, évaluation des dispositifs, évaluation de décrets, le décret sur l'éducation permanente il y a quelque temps, le décret ou le plan Marshall, ou certains aspects du plan Marshall sont également évalués, et donc la mesure ou le tester l'efficience de politiques culturelles ou environnementales. Et donc depuis près de 20 ans, nous travaillons pour l'IBGE ou pour l'Observatoire de l'enfance et de la jeunesse, pour l'IWEPS, etc. Donc cette perspective d'évaluation des politiques publiques et des dispositifs. 3. Mesurer la satisfaction de clientèle, les attentes des usagers, mesurer la notoriété d'une publication au sein d'une SBL, d'une mutualité, d'un syndicat, etc. Donc voir comment les usagers se positionnent vis-à-vis d'une organisation. Et 4, je pense, et ce n'est pas le moins important sans doute, bien que nous ne soyons pas, et nous n'avons pas la prétention d'être les porte-parole d'acteurs, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, mais certaines études nous conduisent à être à l'écoute et à porter la voix de certains publics marginalisés, des publics plus fragiles, qui ont sans doute moins que d'autres l'occasion de prendre la parole. Et donc, je dirais que c'est quand même une fierté, une certaine fierté de l'équipe de pouvoir travailler avec des enfants, par exemple, qui souffrent de grande pauvreté. Nous venons de terminer une étude pour l'Observatoire de l'enfance, par exemple. Les personnes qui recourent à des services d'un CPAS, on travaille pour les communes à ce niveau-là. On a travaillé pour l'LGTB sur les personnes qui sont exclues des allocations de chômage. Donc voilà une série de groupes qui sont plutôt précarisés. Et donc, pour moi-même et pour tous les collaborateurs de Sonecom, cette diversité de nos champs d'intervention et cette grande variété de méthodologies, puisque chaque recherche implique la construction d'une méthodologie particulière, qu'elle soit quantique, Ali, études de cas, récit de vie et autres, etc., toujours proche de la discipline sociologique, est vraiment certainement notre plus grande motivation et notre plus grande satisfaction. Je poursuis ce regard réflexif en évoquant quelques vécus, brièvement, quelques paradoxes qui traversent l'ensemble de cette activité. Premier paradoxe, on en a parlé tout à l'heure, je pense, mais je le réaffirme, nous n'aimons pas l'argent, je n'aime pas l'argent, les collaborateurs n'aiment pas l'argent, et pourtant, dans un monde privé ou dans un monde marchand, nous sommes obsédés par l'argent, obligés d'y consacrer une partie essentielle de notre énergie. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, dans une TPE, on pense aux finances. Est-ce qu'il y aura suffisamment pour payer la TVA? Savez-vous que le retard d'un jour conduit à une forte amende, par exemple? Y aura-t-il suffisamment pour les avances ONSS, suffisamment pour les fournisseurs? Il y a une obsession majeure, celle de rémunérer, depuis 25 ans, sans un jour de retard, les membres de l'équipe, les salariés, les indépendants, avec aucun subside, aucune subvention de quelque pouvoir public que ce soit, toujours facturer les travaux, rappeler les factures, envoyer des courriers, recevoir cet argent. C'est un paradoxe qui est très présent dans la gestion d'une PME. Deuxième vécu, j'en ai 4 comme ça, rassurez-vous. Deuxième vécu, faire face à la concurrence, toujours expliquer aux commanditaires qu'ils ont intérêt à travailler avec nous, qu'ils ont intérêt à nous choisir, que nous sommes les meilleurs, que nous prestons mieux que les bureaux concurrents. On n'est pas dans un quasi-marché à l'université, on parle de quasi-marché, nous ne sommes pas dans un quasi-marché, nous sommes dans des marchés purs et durs, avec une offre, une demande qui est très réduite, il faut savoir, Bruxelles, Wallonie, c'est petit, donc cette demande est quand même très réduite, alors que l'offre est toujours trop importante et trop nombreuse. Donc il y a une deuxième obsession qui est celle de se positionner mois après mois par rapport à ce marché. Troisième paradoxe qui a été évoqué par mon collègue tout à l'heure, la temporalité. J'aime beaucoup l'expression, le temps condensé du monde privé. Effectivement, vous l'avez dit, on ne raisonne pas par année ou par mois, on raisonne notre unité de mesure, c'est l'heure ou la demi-journée. Et c'est un véritable paradoxe, puisque nous, sociologues, vous le savez évidemment mieux que moi, nous aimons prendre le temps, on aime prendre le temps de la réflexion, on aime prendre le temps de la connaissance, et pourtant nous n'avons jamais le temps. Chaque chargé de mission travaille sur 5 ou 6 recherches différentes, parfois plus,
Et donc, soit dit en passant, il faut peut-être souligner cette tendance qui existe maintenant, c'est que les délais dans lesquels les recherches doivent être menées sont, me semble-t-il, de plus en plus courts. Ça devient tout à fait aberrant et absolument presque invivable de mener des recherches sociologiques sur 3 mois ou sur 2 mois et demi, avec ce que ça implique de questionnaires, de focus group, etc. En termes de gestion aussi, les décisions doivent se prendre très rapidement. Par exemple, la vente récente d'un immeuble pour faire face à une difficulté de trésorerie, eh bien, une décision comme ça est prise maximum une demi-journée. On engage un collaborateur sur base du chiffre d'affaires escompté, la décision est prise en 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, donc le rapport au temps est dans la gestion d'une entreprise et du marchand, du secteur marchand, quelque chose de tout à fait essentiel. 4, créer des partenariats. Personnellement, ça a toujours été un de mes leitmotifs personnels. Notamment aussi, ça a été souligné tantôt, dans une perspective d'interdisciplinarité. Donc, il ne faut pas que le sociologue s'isole, il est en contact permanent, et une petite structure comme la nôtre doit travailler en partenariat, être en lien avec des bureaux de même taille, établir des collaborations. Notamment, nous avons créé un certain nombre de GIE, des groupements d'intérêt économique, dans lesquels plusieurs bureaux sont en relation, peuvent remettre des offres communes. Et donc, ça a été vraiment un des fondamentaux, si je puis dire, de Sonecom, de toujours être en synergie avec des centres de recherche, avec d'autres bureaux. Je pourrais continuer à vous parler de management participatif, de motivation du personnel, de positionnement stratégique, de communication, d'informatisation, des contrôles que nous imposent aussi fréquemment les administrations fiscales et sociales. Je pourrais en parler sérieusement pendant quelques temps. Moi, je ne sais pas pourquoi toujours... pourquoi cibler, pourquoi les contrôles ciblent-ils tellement les toutes petites entreprises plutôt que des grosses sociétés. Enfin, on pourra discuter tout à l'heure. Question que nous... voilà, bref, alors, on pourrait aussi parler, quelque chose de plus intéressant peut-être, la création de métiers. Donc, il me semble qu'à travers ces 25 années, on a créé certains métiers. Par exemple, celui d'attaché de recherche, ou celui de gestionnaire de réseau, donc avec des caractéristiques et avec des tâches, des activités tout à fait spécifiques. Et puis aussi, puisque le temps passe, je pourrais vous parler aussi de la manière dont on transmet une entreprise. Ce n'est pas chose aisée d'ailleurs. Pour transmettre une société, il faut une quinzaine d'années sans doute. Et c'est un peu la situation dans laquelle concrètement je me trouve aujourd'hui, puisque cela est en train de s'opérer vers d'autres collaborateurs. Mais je voulais aujourd'hui vous donner une série de petites touches qui montrent comment cette petite entreprise privée, une TPE, a tenté durant 25 ans et encore aujourd'hui et dans les années à venir de tenir sa place de sociologue dans la cité. Et je vous remercie toutes et tous les organisateurs de m'avoir donné l'occasion d'en parler.